Tous les êtres vivants doivent manger. Si vous loupez un repas, outre le fait que vous serez de mauvaise humeur, vous vous sentirez sans doute plus faible qu'à l'accoutumée. Il en est de même pour les êtres vivants microscopiques que sont les organismes unicellulaires. Je pense ici aux prokaryotes, c'est-à-dire aux archées et aux bactéries. Je vous renvoie à la précédente vidéo en cliquant sur la fiche en haut à droite. Cette nutrition représente un grand défi dans la recherche car tout part de là. Pour étudier ces organismes, il faut en avoir de très grandes quantités, nécessitant donc de pouvoir les cultiver. De plus, en fonction de l'environnement dans lequel ils se développent, les mécanismes biologiques que ces organismes utilisent pour survivre et se multiplient varient, conduisant ainsi au besoin de contrôler cet environnement. Le besoin d'avoir un grand nombre de cellules et de maîtriser leur comportement fait de la culture de ces êtres vivants l'un des principaux piliers de la recherche sur ces derniers. Et quoi de mieux pour découvrir ce principe fondamental que l'exemple de la culture bactérienne, qui est largement répandu dans tous les aspects de notre vie. Bienvenue au bureau des sciences et voyons ensemble comment cultive-t-on les bactéries. Regardons dans un premier temps de quoi les bactéries ont besoin pour vivre et se multiplier. Car oui, le but premier d'une culture bactérienne est de favoriser la prolifération des cellules dans la plupart des cas. Les besoins des bactéries sont les mêmes que pour les autres types d'organismes. Mais la complexité vient du fait que chaque espèce, voire même chaque souche, a des besoins supplémentaires qui lui sont spécifiques. Le premier besoin est celui de l'énergie. On distingue deux grands groupes, les chémiotrophes et les prototrophes. Les chémiotrophes trouvent leur énergie en réalisant des dégradations chimiques de composés qu'ils récupèrent de leur environnement. Souvent un sucre avec, dans de très nombreux cas, une nette préférence pour le glucose. Alors que les prototrophes, eux, tirent leur énergie de la lumière. Le cas le plus connu sont les plantes en réalisant la photosynthèse. Ce mécanisme va aussi se retrouver chez certaines bactéries, notamment comme les cyanobactéries. La photosynthèse permet aussi la transformation de matière minérale en matière organique qui est riche en carbone. Carbone, qui est la deuxième ressource dont les bactéries ont besoin pour vivre. Cet atome peut représenter jusqu'à 50% du poids sec d'une bactérie. Le poids sec étant le poids des cellules après les avoir déshydratées, d'où tout simplement le mot sec. Si les organismes ne peuvent créer de la matière organique, alors ils l'importent dans leurs cellules depuis les milieux dans lesquels ils vivent. Cela peut être des oses ou des acides aminés pour les plus évidents. Bien sûr, les scientifiques ont une appellation pour ces deux types d'organismes. Les organismes qui produisent de la matière organique sont appelés autotrophes. Et ceux qui utilisent de la matière organique préexistante portent le nom de hétérotrophes. Les bactéries ont aussi des besoins d'éléments minéraux comme le fer, le cuivre ou encore le zinc, et bien d'autres. Ces éléments jouent des rôles essentiels dans les différentes réactions chimiques du métabolisme. Par exemple, en étant au cœur des sites catalytiques des protéines, soit une sorte de compartiment au sein d'une protéine où la réaction chimique se produit. Donc, sans ces éléments minéraux, souvent des métaux, beaucoup d'enzymes ne fonctionneraient pas, mettant en péril l'organisme. Le surplus des métaux étant tout aussi dangereux, car cela rend un équilibre fragile, conduisant au fait que certains métaux prendraient la place des autres dans les protéines, bloquant donc l'action de ces dernières. Cela n'est que l'un des nombreux exemples de l'utilisation des métaux par les bactéries et des problèmes qui sont liés à leur absence ou leur excès. D'autres éléments dont la présence peut être obligatoire sont tout simplement les facteurs spécifiques, dits plutôt facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance peuvent être de plusieurs types, comme des vitamines, des bases azotées ou des acides aminés précis. Ces besoins dépendent de la capacité de la bactérie à produire ou non ces composés organiques. Ces facultés sont différentes entre les espèces et même au sein des espèces, soit plus simplement entre les souches. Si un seul des composés que la bactérie que l'on souhaite cultiver est absente du milieu de culture, alors toutes les cellules initialement présentes dans la culture mourront sans se répliquer. Les bactéries ne produisant pas un composé essentiel sont dites auxotrophes pour ce dernier. Par exemple, elles peuvent être auxotrophes à la valine,
qui est un acide aminé. Si la bactérie peut tout produire à partir de sa source d'énergie et de carbone, alors elle est dite prototrophe. On a vu les principaux besoins des bactéries, mais elles ont aussi besoin de conditions particulières afin d'avoir la croissance la plus optimisée possible. La plus évidente et la plus simple à gérer avec nos moyens actuels, c'est la température. Chaque bactérie va avoir une température à laquelle sa croissance est optimale. Par exemple, l'une des bactéries les plus utilisées, voire même peut-être la plus utilisée et étudiée, Escherichia coli, a une température de culture parfaite qui est à 37 degrés Celsius. Alors que Bacillus subtilis, une autre bactérie très étudiée, préfère une température comprise entre 35 et 30 degrés Celsius. Et là, ce sont des cas plutôt classiques d'organismes dits mésophiles. Mais certains sont aux extrêmes, que ce soit en s'approchant du zéro pour les psychrophiles ou en allant vers de plus fortes températures pour les thermophiles ou les hyperthermophiles. La deuxième condition importante à maîtriser est le pH du milieu, qui doit être adapté en fonction des organismes. Bon, souvent il est autour de 7. Mais comme toujours avec le vivant, certaines bactéries préfèrent les milieux acides et d'autres les milieux basiques. Mais ce qui importe le plus dans cette histoire de pH est que le milieu de culture doit être tamponné. C'est-à-dire que malgré les échanges réalisés entre les millions voire milliards de cellules présentes dans le milieu de culture et ce dernier, le pH ne doit pas varier afin d'être toujours optimal pour la croissance ou du moins ne pas devenir nocif pour les espèces cultivées. Enfin, la dernière condition et pas des moindres est l'oxygénation. Elle est un facteur clé de la croissance bactérienne. Certaines bactéries ont la capacité de réaliser la respiration oxygénique alors que d'autres absolument pas, réalisant une respiration dite anoxygénique. D'autres encore peuvent réaliser les deux. Le tout avec ou pas la capacité de produire de l'énergie par un autre mécanisme que la respiration, la fermentation. L'oxygène, pouvant même être un poison pour certaines bactéries qui décèdent à la rencontre de seulement quelques molécules de dioxygène présentes dans l'air. On distingue 4 grandes catégories de bactéries en fonction de leur résistance ou de leurs besoins en oxygène. Prenons comme exemple un tube, avec un milieu de culture et des bactéries en développement dans ce tube. La surface du milieu de culture est en contact avec l'air et plus on descend dans le tube, donc plus on s'éloigne de la surface où il y a de l'oxygène, moins il y a d'oxygène dans le milieu. Cela forme donc un gradient d'oxygène dans le milieu. Si les bactéries se développent à la surface, cela signifie qu'elles ont besoin d'oxygène. Elles sont donc dites aérobies scriptes. Le cas suivant est qu'elles se développent un peu partout dans le tube, mais avec une préférence pour la surface. Elles sont donc anaérobies facultatives. Et si elles se multiplient sans préférence de région dans le tube, alors elles sont anaérobies aérotolérantes. Ensuite, si elles se multiplient en dessous de la surface avec une concentration d'O2 comprise entre 2 et 10%, alors elles sont micro-aérophiles. Et enfin, si elles se développent dans les zones les plus pauvres en oxygène, voire dans certains cas, il faut une absence totale de dioxygène, elles sont dites anaérobies scriptes. Ce ne sont que des grandes catégories. Chaque organisme a des besoins spécifiques d'oxygénation, avec le grand défi que moins il faut d'oxygène, plus la manipulation de l'organisme est délicate, faisant appel à un savoir-faire d'experts et engendrant des coûts supplémentaires. Maintenant que l'on a vu les besoins des bactéries pour se développer, besoins qui sont bien sûr spécifiques à chaque organisme et qui doivent être identifiés, sans quoi la culture est impossible. Et qui dit pas de culture, alors pas d'identification et pas de recherche. À savoir que seuls 2% environ des bactéries existantes sont cultivables, montrant donc toute l'étendue de notre ignorance. Bon, crève de digression, je disais que maintenant que l'on connaît les besoins de nos bactéries, il faut un support de culture et des outils appropriés. Deux possibilités s'offrent à nous, dont le choix dépend du but recherché. Les milieux de culture solides et les milieux de culture liquides. Débutons avec les milieux de culture liquides. Pour faire simple, ce sont des sortes de soupes préparées à partir d'eau et de différentes poudres solides ou d'autres liquides qui vont permettre d'apporter tous les éléments nécessaires à la bactérie que l'on souhaite cultiver. Car oui, on souhaite généralement cultiver une seule et unique souche de bactéries, que ce soit pour récupérer les bactéries, pour les stocker au congélo, ou les modifier
en extraire l'ADN génomique ou leur plasmide ou encore leur faire produire une certaine protéine que l'on purifiera par la suite. Mais je ne vais pas m'étendre sur ces raisons, toutes plus passionnantes les unes que les autres, car elles méritent toutes des vidéos. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos de notre bureau. Pour ces sous peu, des recettes existent, car il existe une multitude de milieux de culture différents dépendant de la bactérie et du but de la culture. Mais on distingue quand même deux grands types de milieux. Premièrement, les milieux de culture dits riches. Ce sont des milieux de culture dont la composition exacte n'est pas connue. Souvent parce qu'ils contiennent des extraits de levure ou des hydrolysats de viande, par exemple, qui sont juste des cellules que l'on a détruites et séchées. Ces milieux permettent de cultiver beaucoup de bactéries différentes, et cela de manière optimale, avec une préparation généralement simple et un faible coût. On peut citer l'un des plus célèbres, le milieu LB, qui est l'acronyme de l'isogénie Brough. Deuxièmement, les milieux de culture pauvres ou plutôt dits définis. Il ne faut pas se laisser avoir par le mot pauvre car ils contiennent tout ce qui est nécessaire et peuvent même s'avérer très coûteux à la fabrication en termes de temps et d'argent. C'est juste que l'on maîtrise parfaitement leur composition, car on les prépare à partir de substrats chimiques purs. On connaît avec précision ce qu'ils contiennent, permettant par exemple de sélectionner des bactéries et pas d'autres d'une même espèce par rapport à une mutation génétique. On peut par exemple citer le milieu au citrate de Simon, qui sélectionne les bactéries en fonction de leur capacité à utiliser le citrate comme seule source de carbone. Une fois les milieux préparés sous forme liquide, on doit les stériliser afin d'éviter toute contamination par un organisme autre que celui que l'on souhaite, et aussi les stocker en vue de prochaines expérimentations. Cela se fait le plus souvent à l'aide d'un autoclave, qui sont des sortes de grosses cocottes minutes à haute pression utilisant de la vapeur d'eau. On peut aussi avoir besoin de milieux solides. Dans ce cas, c'est pas très compliqué, il suffit de rajouter de l'agarose, qui est un gélifiant au même titre que l'agar-agar utilisé par votre maman dans la cuisine. Et cela doit se faire dans le passage à l'autoclave. Il suffira ensuite de couler des boîtes, c'est-à-dire de mettre le mélange dans des boîtes style boîte de pétri, puis d'attendre que ça refroidisse pour avoir une sorte de flan. À ce stade, il n'y a aucun être vivant dans ou sur les milieux de culture. Mais avant de faire l'étape d'inoculation, ou dit aussi d'ensemencement, soit le fait de rajouter un peu de notre bactérie sur ou dans notre milieu, on peut ajouter un dernier composant. Je parle d'antibiotiques. On peut ajouter un à plusieurs antibiotiques dans notre milieu de culture. Pour les milieux liquides, ce n'est pas très compliqué vu que l'antibiotique est aussi liquide. Mais pour les milieux solides, il faut l'ajouter juste avant de couler les boîtes, en faisant attention à ce que le milieu de culture ne soit pas trop chaud afin d'éviter d'endommager l'antibiotique. Cela a pour but de sélectionner uniquement la souche que l'on souhaite. Par exemple, lorsque l'on réalise des clonages, car on insère dans la bactérie un plasmide, donc un fragment d'ADN qui contient un gène qui code un mécanisme permettant à la bactérie de résister à l'antibiotique choisi. Donc les bactéries qui possèdent le plasmide survivent, et les autres, tout simplement, elles meurent ou ne se développent pas. Et par la suite, à chaque fois que l'on utilisera cette bactérie avec ce plasmide, il faudra utiliser l'antibiotique, car sinon la bactérie perdra le plasmide, tout simplement car elle n'en a plus besoin. Pour ne donner que quelques exemples d'antibiotiques, on regroupe par exemple la kanamycine, le chloramphénicol ou encore l'érythromycine. Maintenant, les milieux sont prêts, il manque juste les bactéries. On doit les rajouter, c'est une étape qui porte plusieurs normes et le terme ensemencement est plutôt correct. Ce qui est pratique, c'est que seulement une bactérie suffit à commencer une culture, même si dans les faits, on en utilise des milliers d'un coup. Mais la première des choses est de se mettre dans un environnement le plus stérile possible, comme sous une PSM, qui est un poste de sécurité en microbiologie. L'air à l'intérieur est filtré, est un flux écréé, de telle sorte que rien ne rentre ou ne sort. Une fois dans cet environnement, dans le cas d'une culture liquide, on peut utiliser une autre culture liquide de notre bactérie et en mettre quelques gouttes dans le nouveau milieu. On peut aussi partir depuis un stock qui provient du congélateur. Dans ce cas, on prend avec une hose, un cure-dent ou encore un tips qui sont les cônes en plastique que l'on met au bout des pipettes. Un peu du stock et on le dépose dans le milieu de culture. Et si on démarre d'un milieu de culture solide, donc une gélose, alors on touche avec les mêmes outils que précédemment une seule colonie. Les attache sur une boîte
et on plonge le bout de notre outil dans le milieu de culture. Rien de bien compliqué. Pour ensemencer les géloses, on doit obligatoirement passer par des suspensions bactériennes liquides. On prend alors quelques gouttes de notre suspension de bactéries que l'on dépose sur la gélose. Gouttes que l'on étale avec différents outils. Le classique, on scie la boîte en utilisant une hose. Cet outil permet aussi de partir d'une colonie d'une autre boîte. On peut utiliser des billes en verre, ce qui permet d'étaler plusieurs boîtes en même temps, car il suffit de secouer comme des maracas. Et enfin, un râteau, technique ressemblant à la manière de faire des crêpes. Le but étant d'avoir des colonies isolées, car une colonie provient d'une seule bactérie, donc toutes les bactéries d'une même colonie sont juste les clones les unes des autres. Les bactéries sont dans leur petit bouillon, mais il est à température ambiante. Et niveau oxygène, ce n'est souvent pas le pied, surtout si elles sont dans des milieux liquides. Donc on met le tout dans des incubateurs. Pour les milieux solides, ce sont des sortes d'armoires où on contrôle la température et ajoute un peu de CO2 dans l'air, ce qui permet de tamponner le milieu pour éviter les variations de pH. Pour les cultures liquides, ce sont des boîtes, là aussi avec une température qui est maîtrisée, mais le plateau où on les pose, il bouge. Le mouvement du plateau permet de mélanger la culture et d'améliorer l'oxygénation. Plus ça tourne vite, plus c'est oxygéné. Bien sûr, ce n'est pas le seul facteur qui entre en jeu, mais c'est le plus simple à faire varier et le plus couramment utilisé. Les cultures ont démarré, mais plein de raisons existent pour que les bactéries ne se développent pas, ou moins bien en fonction du milieu. Cela peut même être l'objectif de l'étude, en comparant la croissance des bactéries en fonction du milieu et ou des conditions de culture. Mais pour contrôler la croissance, il faut une mesure. J'entends par là un chiffre qui reflète la multiplication des cellules et si les bactéries se sentent bien ou pas dans les conditions où elles se trouvent. Cette donnée est le temps de génération. Pour comprendre ce qu'est le temps de génération, il faut d'abord comprendre dans les grandes lignes comment se multiplient les bactéries. L'idée est qu'on a une bactérie, la cellule mère, qui après va se diviser en deux cellules filles qui sont identiques en tout point entre elles, mais aussi avec la cellule mère. D'une seule cellule, on passe à deux, et cela génération après génération. Donnant après la première génération 2 cellules, après la deuxième 4 cellules, la suivante donnera 8 cellules, et etc. À chaque génération, la population de bactéries double. Une fois cette notion comprise, il est facile de deviner ce qu'est le temps de génération. C'est simplement le temps au bout duquel le nombre de bactéries a doublé dans la culture. Plus la croissance est rapide, plus le temps de génération sera court. Inversement, plus la croissance est lente, plus le temps de génération sera long. En comparant le temps de génération en fonction des conditions de culture, on peut en déduire lesquelles préfèrent notre bactérie. Le temps optimal pour chaque bactérie que l'on sait cultiver est connu pour Escherichia coli. Il est de 20 minutes environ, contre 20 heures pour Mycobacterium tuberculosis. Petite précision toutefois, la mesure du temps de génération se fait uniquement sur des cultures liquides, parce que les techniques de mesure nécessitent des suspensions cellulaires dans la majorité des cas. Et que pour les cultures solides, la croissance est visible à l'œil nu, avec la formation de colonies parfaitement visibles. D'ailleurs, leur aspect, leur taille, voire même leur odeur, varient d'une espèce à l'autre, permettant aux plus grands experts d'identifier les bactéries avec ce simple critère. Une vidéo fort longue, qui n'a fait que survoler la culture bactérienne. Je ne vous parlerai ici que des généralités, mais pas de toute la possibilité qu'offre cette technique, ni même comment on les cultive dans nos usines. Et on peut aussi cultiver tout un tas d'autres organismes que les bactéries avec des méthodes bien différentes, comme les virus, les champignons et même les plantes. Mais je garde tout ça pour de futurs rendez-vous, en espérant que cette mise en bouche vous aura donné envie de nourrir votre esprit. Mais en attendant, si la vidéo vous a plu, mettez un like et lâchez un commentaire. Ça aide énormément toute l'équipe. Et à un prochain rendez-vous dans le bureau des sciences. Et n'oubliez pas que quand vous pensez au petit, voyez grand.